Bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Brousseau décrypte l'écho. Donc, je suis en compagnie de Vincent Brousseau. Je rappelle qu'il est doctorant en mathématiques et en économie, qu'il a travaillé 15 ans à la BCE. Et nous allons prendre un petit moment ensemble pour passer dans une première partie en revue l'actualité économique de ce mois-ci. Et ensuite, on aura quelques questions des internautes, puisqu'il y a pas mal d'interrogations en ce moment. Donc, on commence tout de suite. Donc, déjà, bonjour Vincent Brousseau. Bonjour Fabien Sema. Donc nous apprenons dans la presse aujourd'hui même que Matteo Salvini a annoncé ne plus vouloir sortir de l'euro car celui-ci serait irréversible. J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Il faut se rappeler que Borgi a mis en doute le fait que le mot irréversible a été employé. J'ai été regardé dans le journal, Il Folio c'était, et c'est bien imprimé irréversible. Je ne sais pas sur quoi se fonde le doute de Borgi. Peut-être qu'il est un peu déçu, ce qui voudrait dire qu'il ne l'a pas vu venir. Oui, parce que ça change beaucoup de choses. On se souvient de Matteo Salvini qui a fait 38% lors des européennes, notamment sur des thèses plutôt très eurocritiques. Comment expliquer ce revirement ou quel est votre avis là-dessus? Je ne suis pas certain qu'il soit sincère. Bien que le journal le rende très affirmatif. Mais il faut voir que nous avons vu le commentaire du journal par Reuters. Et Reuters, c'est parfois un peu biaisé dans le sens européiste. Donc il faudrait prendre le temps de scanner les journaux italiens d'aujourd'hui pour se faire une idée un peu plus précise. Matteo Salvini s'est peut-être dit qu'il ne pouvait pas gagner une élection en laissant traîner un doute sur la question de rester dans l'euro ou de sortir de l'euro. Pour vous, c'est une clarification de sa position sur le sujet? Non. Pour moi, c'est un mensonge. C'est un mensonge? Oui. Vous pensez que ça vise à quoi alors? À rassurer une partie de l'opinion pour calmer les tensions? Ou alors qu'au contraire, tous les eurosceptiques vont crier au scandale? Enfin, ça va plutôt peut-être faire plus de réactions que d'apaisement? Oui, en fait, je pense surtout que quelqu'un a dû le convaincre qu'il ne serait pas élu si jamais il laissait croire qu'il voulait sortir de l'euro. C'est un peu l'interprétation que j'en ai. D'accord. Donc pour vous, il va maintenir le cap d'une sortie de l'euro, mais bon. Sans être très explicite sur la question. Et de toute façon, il y aura un test facile pour voir si c'est le cas. Voir si l'idée des mini-bots continue d'émerger ou tombe dans les oubliettes. Bah justement, parlons-en des mini-bots, c'était le second point. On n'en entend plus beaucoup parler finalement. Ça a fait pas mal parler. Enfin, ils ont fait pas mal parler d'eux il y a quelques semaines. On avait nous-mêmes beaucoup parlé. Non, alors sur quelques semaines, on ne peut rien dire. Il est évident qu'ils ne vont pas parler toutes les semaines des mini-bots. Oui. Bon. Il faut voir si ça tombe dans les oubliettes sur, je dirais, quelques mois. Et si vraiment on n'entend plus parler, oui, là, ça voudra dire quelque chose. Donc on y reviendra, puisque pour vous, c'est l'un des scénarios sur lequel, justement, l'euro pourrait non, pour moi, c'est la méthode qu'aurait choisi Salvini s'il avait voulu enclencher une sortie de l'euro, qui aurait du coup pris du temps. Ce n'est pas du tout la méthode que nous préconisons pour la France. Moi, je m'y prendrais autrement. Oui. Vous y prendrez comment d'ailleurs? Franco, quoi. C'est-à-dire que à un jour J, les euros de la France et les euros des autres pays cessent d'être fongibles. D'accord. Donc avec des taux différents. Eh ben, les taux vont devenir à ce moment-là automatiquement différents. Oui. Du fait que vous cassez juste le PEG en fait. Oui. Voilà. Donc le PEG, c'est ce qui permet de dire qu'un euro français est égal à 1 euro allemand. Oui. Par exemple. Ce qui fait que toutes les monnaies qui sont restées, par exemple le franc est devenu l'euro français, on va dire. Corrigez si j'ai tort. En fait, le PEG fait que l'euro français, l'euro allemand, l'euro grec a la même valeur, il s'apprécie pareil, il se déprécie pareil. Ils restent à 1 pour 1 mutuellement, ouais. L'un contre l'autre. Donc vous casseriez juste le PEG. Oui, il suffit de faire ça. De toute façon, l'euro, c'est que le PEG de 1 pour 1. Eh bien oui, donc sortir de l'euro, c'est juste casser le PEG. Et le nom, finalement, euro? Ah, le nom, c'est vraiment décoratif. Ça a un intérêt pédagogique. C'est ça.
mais c'est pas essentiel. Vous casseriez le PEG et on changerait le nom On changerait le nom, mais après, la date exacte de changement de nom n'est pas la date exacte de changement. Oui, c'est le PEG qui... Oui. D'accord. Merci pour ça. On va passer au troisième point qui concerne les injections de liquidités de la Fed. Beaucoup de personnes se sont interrogées, ils voient le prémisse d'une crise mondiale. D'autres se veulent plus rassurants. Quel est votre avis à vous? Déjà, comment fonctionnent ces injections de liquidités et à quoi ça peut servir? Bon, les injections de liquidités peuvent être faites de différentes manières, mais celle qui a défrayé la chronique, si je puis dire, consiste à prêter donc de l'argent aux banques de second rang, le prêteur étant la Fed, et un collatéral étant exigé. Un collatéral, c'est un gage. Et en l'espèce, il s'agissait de bons du Trésor américain. C'était des prêts à maturité un jour. Donc ça voulait dire que des banques pouvaient venir voir la Fed et jusqu'à concurrence de 75 milliards pour l'ensemble des banques, dire est-ce que nous sommes mardi, est-ce que tu peux me prêter jusqu'à mercredi? Et moi, pendant ce délai de mardi à mercredi, je te laisse en gage ce beau paquet de Treasury Bond qui couvre, en tenant compte des haircuts, la somme que je te demande. Donc c'est des prêts sur un jour. Qui font 75 milliards en tout. Donc s'il y a un problème, on le sait vite, quoi. On le sait le lendemain, quoi. Ben, s'il y a un problème, c'est dommage pour la banque qui aurait problème, mais c'est pas dommage pour la Fed, parce qu'à ce moment-là, l'argent qui ne lui sera pas remboursé, elle le récupère. Oui, sur les bons. Oui. Donc elles peuvent se rembourser de toute façon. Oui. Et quel est donc l'intérêt d'injecter ces sommes-là sur un jour? Alors il faut bien comprendre que si vous avez une succession d'injections comme ça de 75 milliards, pendant 10 jours, je prends un exemple, ça ne fait pas 750 milliards. Hein, il y a souvent cette mécompréhension. Ça ne s'additionne pas. Et ça ne s'additionne pas. Oui, parce qu'avant de récupérer la deuxième tranche de 75 milliards, il faut avoir rendu la première tranche de 75 milliards, ce qui fait que la liquidité, par cette séquence d'injection de 75 milliards, n'est jamais étendue que de 75 milliards au plus. Oui. Ou au moins. Mais ça fait jamais... J'ai vu quelqu'un, je ne sais plus qui a fait le calcul, bon, ça va durer 3 semaines, allez, 21 jours, bon, ça prendra 75 milliards à chaque fois, 75 fois 21, puis trouver un nombre proche de 1600, et puis il commençait à clamer, la Fed injecte 1600 milliards. Oui, non, c'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Oui, là c'est une très mauvaise interprétation. Le bilan de la Fed, ça doit être dans les 4000 milliards, donc si elle avait vraiment injecté 1600 milliards, c'est certain que vous en auriez entendu parler, même à TF1 et à BFM TV, et pas seulement... Mais déjà, arriver à 75 milliards journaliers, c'est quand même une somme assez importante. Ça fait toujours 75 milliards. Ça fait toujours 75 milliards, mais c'est quand même plus que ce qu'elle faisait avant. C'est vrai. Alors là, il y a en effet un petit mystère, parce que la Fed n'a jamais dit qui avait ce besoin urgent d'argent à court terme, et par conséquent, elle n'a jamais non plus dit pourquoi. Voilà, donc il y a sujet à plein d'interprétations. Mais ça peut arriver, ça peut être un simple problème d'appel de marge. Vous savez ce que c'est un appel de marge? Mais je vais en parler. Autant pour l'expliquer. Oui, voilà. Donc appel de marge, c'est si vous avez une position sur des produits dérivés, n'importe quoi, des taux d'intérêt, du pétrole. Du pétrole, ça serait un bon suspect, vu le moment où ça s'est passé. Et puis vos produits dérivés gagnent ou perdent. Et ceux qui perdent doivent immédiatement payer à ceux qui ont gagné la somme perdue ou gagnée. Ça peut être d'une taille inattendue, et cependant le perdant veut maintenir sa position parce qu'il pense qu'au final il va gagner, donc il ne veut pas couper sa position, donc il se sent obligé de payer l'appel de marge. Et voilà qu'il ne l'avait pas vu venir, et c'est une grosse somme, et il s'adresse alors aux autres banques pour faire des repos, le même principe qu'avec la Fed, mais celles-ci lui disent « Ah, la taille est un peu grosse, non, on ne peut pas prêter autant », et donc il se retourne vers la Fed. En soi, si c'est ça, c'est pas l'annonce d'une crise. Oui. Donc ça peut être simplement des jeux boursiers. Oui, c'est la mécanique des jeux boursiers qui peut faire ça, qui peut produire ça dans le cas d'un appel de marge un peu violent. Mais ça peut être aussi, donc il y a plusieurs scénarios boursiers. Alors ça pourrait aussi être, ça peut être aussi, et plutôt un argument de je fais une réserve intellectuelle, je ne sais pas ce que c'est, donc ça pourrait être en effet être l'émergence d'une crise, mais on ne présente pas de mécanisme qui fait que
quelque chose qui va être une crise plus tard commence par se manifester par... Oui, c'est qu'une probabilité finalement. Comme on ne sait c'est- pas voilà, qui c'est ça. et pourquoi, Et comme on ne sait pas qui et pourquoi, on dit « Ah, ça va être une crise ». ça, disons, alors que la probabilité que ce soit une crise n'est pas forcément pas- plus forte que Mais c'est non, mais qu'un si elle l'avait simple jeu été, boursier. si elle l'avait été, enfin, vous auriez sans doute vu la Fed un peu plus Il y aurait eu nerveuse. d'autres signes aussi, je pense. Oui, puis il y aurait même... la Fed ne peut pas cacher quand elle panique. Oui. C'est pas des surhommes. C'est des gens normaux et je crois qu'ils n'auraient pas pu véritablement masquer des raisons de panique dont ils auraient... Cela étant dit, ça a fait l'actualité et pour autant, ils n'ont pas expliqué non plus qui et pourquoi. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Ils n'ont pas le droit de le Ils faire, ont un oui. petit peu laissé... Ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Oui. Ah non, parce qu'ils mettraient la personne ou la banque en difficulté. Ouais, donc voilà. Mais en fait, c'est ce manque d'information qui laisse... Qui peut conduire à une interprétation pessimiste du genre une crise d'information, oui. Voilà. Même si une crise n'est pas écartée, ce n'est pas le scénario Oui. privilégié. D'accord, mais c'est jamais écarté. Oui, c'est jamais écarté. C'est jamais écarté. Ceci étant, il faut quand même se rappeler des grandes crises. Il n'y en a pas eu tant que ça. Bon, en 1929, il y a une crise, d'accord? Oui. En 2008 aussi. En 2008 aussi, oui. D'ailleurs, celle de 2008 a été notamment Oui. atténuée grâce aux enseignements passés de celle de 29, notamment de Keynes. Oui, oui. Exactement. De même que si c'était une crise aujourd'hui, elle aurait été atténuée par les enseignements passés de Exactement. la crise de 2008, vu que la Fed réitère un petit peu ce qu'elle a fait dans l'urgence quand c'était 2008. Du coup, elle a un comportement quand même analogue à 2008. Oui, mais c'est normal, parce qu'il n'y en a pas d'autre, de toute façon. Quand quelqu'un a besoin d'argent, il n'y a que deux comportements possibles. Le laisser mourir ou bien lui prêter de l'argent, c'est tout. C'est pas faux. Oui. Donc, ils ont prêté de l'argent et Voilà. beaucoup. Et ça... Ce qui s'était passé en 2008, c'était que ce qu'on appelait le marché interbancaire, par quoi il fallait entendre les prêts en blanc, sans collatéral, c'était gelé. Sauf pour les très courtes maturités, donc le 1 jour, essentiellement peut-être jusqu'à une semaine. Et cet temps gelé, les banques ne pouvaient plus y recourir. Ne pouvant plus y recourir, elles risquaient de se retrouver en fin de journée avec une position négative qu'elles ne pouvaient pas rendre positive. Devoir du cash, en quelque sorte. Et à ce moment-là, elles sont faillies. C'est un caractère systématique et brutal. Donc la seule chose à faire était effectivement de leur donner les moyens de se procurer très vite du cash, fût-ce en l'empruntant à très court terme, mais qui ne soit pas tributaire des marchés. La Fed et les autres banques centrales se sont simplement substitués aux marchés qui s'étaient gelés. Là, est-ce que c'est la même chose? Ce qui s'est cassé, c'est le repo, qui donc n'est pas un marché de prêt en blanc, puisqu'il y a du collatéral, et sur des très courtes maturités. Donc c'est pas en tout cas, c'est pas le même gel. C'est pas la même chose. Oui, je dirais. Et on en est où d'ailleurs sur ça? On entend moins parler. De quoi? Là, ça s'est un petit peu calmé au niveau de l'actualité. Alors moi, je n'ai pas vu quelque chose récemment, mais je dois vous dire que je n'ai pas particulièrement lu. Ce qui d'ailleurs signale que je ne suis pas particulièrement angoissé. Voilà, par la perspective d'une crise. Sinon, j'aurais été plus attentif. Oui, j'imagine. Très bien, on va passer aux questions des internautes. J'en ai quelques-unes à vous soumettre. La première concerne les plaintes sur la politique de la BCE par des anciens, notamment des Allemands. Quel serait votre avis sur ce sujet? J'ai un avis sur ce sujet parce que je viens de passer à TV Liberté où c'était essentiellement la question. Ah voilà. Oui. Et vous voulez retourner les internautes vers le reportage? Je pourrais en effet, mais je vais leur faire un petit... Donc ça, c'est le document en question. C'est 2 belles pages en anglais. Et dans ces 2 belles pages en anglais qui sont signées par de grands noms, nous avons en effet 6 personnes qui sont soit des N-1 de Draghi en grade, soit pour l'un d'entre eux un N-2. Donc c'est quand même des personnes assez gradées. Oui, c'est des personnes proches de Draghi, effectivement. Enfin, proches dans la hiérarchie, je ne sais pas s'ils se connaissent, mais, oui. Le niveau hiérarchique n'est pas très différent. Et ces 6 personnes signent un mémorandum, ces fameuses 2 pages en anglais, où ils critiquent franchement. Mais ils critiquent de tous les azimuts, sous tous les angles. On voit bien que c'est du ECB bashing. Mais. Vous avez vu que j'ai... Oui, il y a un peu de stabilo. Voilà, il y a un peu de stabilo. Ça, c'est une phrase qui est très intéressante. Surtout co-signée par des personnes aussi... Ou hiérarchiquement. Oui. Ils disent, je vous la lis pas en anglais, mais en gros, ça dit que Draghi a utilisé
ses pouvoirs pour favoriser le gouvernement d'un pays, celui dont il se trouve avoir la nationalité, au détriment des autres membres de l'Union monétaire européenne. Alors, c'est pas littéralement ça. Hein. Ouais. Pour prouver ma bonne foi, je vais lire la phrase en anglais. Ouais, oui. Ça dit la chose suivante. In contrast, the suspicion that behind the measure lies an interest to protect heavily indebted government. C'est au pluriel, mais en réalité, il faut penser qu'il y en a un qui est véritablement très lourdement endetté. Qui se trouve être le même oui, que la société de Mario Draghi. From a rise of interest rates, if a rise of interest rate is becoming increasingly... voilà. The suspicion is becoming increasingly well-grounded from an economic point of view. Bon, ça veut dire, c'est très diplomatique, ça veut dire nous avons cessé de croire. La bonne foi de Mario Draghi. Et voilà. Nous avons cessé de croire qu'il a fait ça pour une raison qui serait à l'avantage de la zone euro dans son ensemble. Et nous croyons maintenant qu'il a fait ça dans le but de venir au secours d'un seul pays, qui est le pays qui, effectivement, ne serait pas dans une bonne situation si les taux remontaient. Voilà. Il n'y en a pas qu'un, mais celui-là en particulier. Il n'y en a pas qu'un, mais celui-là en particulier, ça serait catastrophique parce qu'il a quand même une certaine taille. Oui. Ce qui est lié au fait que sa dette a une certaine taille aussi. Aussi oui. Voilà, ces choses vont ensemble. Et alors, si vous songez que c'est des gens super gradés, et anciennement super puissants, qui sortent une chose pareille, c'est d'une importance extraordinaire parce que ça attaque directement l'argument principal de la propagande pro-euro, qui est c'est une union, elle est à l'avantage de tous. Oui, c'est une prétention altruiste. C'est une prétention pas seulement altruiste, mais c'est ce qu'ils appellent le win-win scénario. Ouais. C'est mieux pour tout le monde. C'est vrai que ça attaque directement. Ouais. Alors que bon, cette union est vendue ainsi, notamment aux électorats des pays concernés. Elle est vendue ainsi, puis on se rend compte qu'en fait, ben non, elle peut être manipulée. Les intérêts des uns peuvent n'être pas pris en compte et même contrecarrés si on a envie d'aider un autre. C'est absolument l'inverse d'une union qui fédérale qui prétendait, bien sûr. Ouais. Oui, voilà. Et donc ça veut dire que la justification fondamentale qu'on apporte, et puis par extension à l'Union européenne elle-même, était une illusion. Oui, de toute façon, l'Union européenne ne peut pas fonctionner telle qu'il l'explique s'il y a des jeux de pouvoir pour favoriser une nation par rapport à un autre. C'est exactement ça. Mais en plus, ils disent « et il y a eu un jeu de pouvoir ». C'est pas juste une possibilité théorique. Oui, c'est arrivé. Alors, est-ce que ça peut pas être, puisqu'il y a donc Christine Lagarde qui va prendre la tête de la BCE, est-ce que c'est pas justement en prémisse de ça pour... je m'explique. Comme Mario Draghi va laisser sa place à Christine Lagarde, est-ce que les personnes juste en dessous n'essayent pas de faire des revendications? Ça, c'est pas des personnes juste en dessous, c'est des gens qui ont ce grade-là, mais qui l'ont eu dans le passé. Maintenant, leur carrière est finie, et c'est pourquoi ils peuvent parler et écrire des mémorandums. Ah, c'est des anciens? C'est des anciens. D'accord, c'est important de le préciser. Oui, précisons-le. Donc, ces anciens qui ne sont plus au pouvoir, ou en tout cas pas au même endroit, peuvent, et dont la carrière est faite, qu'on ne peut plus tellement ennuyer. Oui, mais ils l'ont mieux faite. Ils l'ont mieux faite. Oui. Ils n'ont plus de risques. Et n'ayant plus de risques, ils parlent. Alors par contre, les board members de la BCE, dont la carrière n'est pas finie, ne disent rien. Oui. Ils ne disent rien, mais parfois ils font. Vous savez qu'il y a 2-3 semaines, la représentante allemande au directoire de la BCE a démissionné. Elle a démissionné. Elle n'en a pas précisé la raison parce que ça se fait généralement quelques mois plus tard. Mais on sait quelle est la raison parce qu'elle a fait un discours avant. Et donc elle démissionne parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette politique monétaire pour les raisons. Voilà. Et cette dame est la troisième d'une série. Avant elle, il y avait Jürgen Stark qui a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique monétaire de monsieur Draghi. Stark, elle est un des signataires de ce document. Enfin, là, il fait je ne sais pas quoi, mais il n'est plus de la BCE. Avant Stark, il y avait eu Axel Weber, qui était aussi très gradé, puisqu'il était, excusez du peu, gouverneur de la BCE, de la Bundesbank, c'est-à-dire juste en dessous de Draghi, n'est-ce pas?
Et il est parti, il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique monétaire de M. Draghi. Donc vous voyez que les gens qui n'ont pas signé le mémorandum ne sont pas forcément non plus d'accord avec. Sabine Lautenschlager, l'Allemande qui vient de partir, elle ne peut rien dire parce qu'elle a encore une carrière à faire, mais enfin, elle s'est quand même débrouillée pour faire comprendre qu'elle n'était pas d'accord par sa démission. C'est pas un peu curieux, ces prises de position et ces dénonciations finalement à la veille du remplacement de Mario Draghi, où on peut s'attendre à un changement peut-être probable? Non, je pense que non. C'est parce que c'est la continuité de ce que je racontais il y a un an, où vous aviez 153 économistes qui s'étaient... Oui. Voilà. Bon. Et bien là, les 153 économistes n'ont pas réitéré leur appel. Enfin, je vous rappelle d'ailleurs que dans les 153 économistes, il y avait 2 noms qu'on trouve sur ce... Il y avait Schlesinger et aussi Stark. Exact. Oui. Donc c'est simplement la même dynamique que celle que je vous raconte depuis longtemps qui se continue. Ce n'est pas lié au fait que Mario Draghi s'en aille. Il fallait bien qu'il s'en aille à un moment. Oui, de toute façon. Voilà. Dans l'Union européenne, la politique ne change pas vraiment. Hein. C'est toujours la même chose. Peut-être cependant, la phrase au stabilo, celle qui dit « ça a été pour aider tel pays », aurait-elle été plus dure à écrire alors que Mario Draghi serait resté au pouvoir pour encore 6 mois, 9 mois, 1 an. En tout cas, c'est vrai. C'est clair que cette phrase... Oui, cette phrase est terrible. Désamorce totalement... Elle est terrible pour l'Union européenne, parce qu'en fait, elle dit carrément que c'est de la foutaise ce qu'on raconte aux gens depuis l'origine. Et alors, si c'est moi qui l'avais dit, on aurait dit, oui, mais lui, c'est un affreux UPR, et en plus, il comprend rien à rien, et je sais pas quoi, et c'est un aigri, et... Ouais, alors que là, ce sont des gens... Mais c'est quand même pas le cas, là. Ouais. C'est des gens un peu plus sérieux qui disent ça, et on pouvait difficilement dire une chose plus méchante que ce qu'ils ont dit. Ouais. Et quelle sera la suite? Alors, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Là, ça devient quand même très difficile à prévoir. Moi, je pense que la suite va être... Preuve de plus de la nécrose intérieure. Oui, mais les Allemands vont prendre acte. En fait, si vous totalisez les 6 noms de la liste, et puis que vous ajoutez ceux qui ont quitté, et puis aussi ceux qui se sont solidarisés de ce mémo sans l'avoir signé, il y en a 2. Vous avez donc une liste de 10 économistes, parmi lesquels il n'y a que des pays du Nord, France, Autriche, Pays-Bas et Allemagne, si je n'oublie personne. Mais il y a une grosse majorité d'Allemands. Donc c'est en Allemagne que la colère gronde. Je crois que les Allemands vont être obligés de prendre acte. La seule résistance en ce moment, c'est le fait que Mme Merkel soit au pouvoir, parce qu'elle est très pro-euro et pro-Union européenne. Mais elle est également en fin de règne, et puis la rébellion ne se calme pas. Donc ce sera aux Allemands de décider quelle est la suite à donner. Vous savez que moi, je préconise, enfin je prévois plutôt un scénario discret dans lequel ils le font en introduisant des changements techniques qui n'ont pas l'air comme ça de mettre fin à l'euro. Enfin, on ne sait jamais, parce que à partir du moment où ils sont suffisamment enragés pour écrire un truc pareil, il se peut très bien qu'ils amènent le gouvernement à dire stop. Oui, puis il peut y avoir plein de scénarios possibles, comme l'ajout d'une clause pour sortir de l'euro. Et puis ça aussi, qui était mentionné l'année dernière. Oui. Par ces économies, justement. Par les 153 économistes, oui. Tout à fait. Donc, sur le détail, je ne sais pas vraiment trop quoi dire. Parce que la situation évolue dans le sens... Dans un sens que l'UPR devrait trouver favorable. Oui. Tout à fait. si je peux résumer comme ça. Voilà. Donc ça évolue dans ce sens-là en Allemagne. De toute façon, les Allemands, on ne sait pas trop su en France, mais sont très... maintenant on sait ce qu'ils en pensent, parce qu'ils l'écrivent. En plus, oui. Oui. Mais, enfin, nous, on le dit oui, mais à part nous, qui le dit? Eh bien, ce genre de truc ne passe pas totalement inaperçu, mis à part en France. Ce mémorandum a quand même été publié par la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ça c'est assez normal, je dirais, oui. Mais aussi par Bloomberg, et aussi par Reuters. Donc, hors de France, quand même, les gens commencent à savoir. Hors de France. Oui. Ah oui, parce que je ne pense pas que si je les calomnie, je m'en excuse, mais je ne pense pas que TF1 ou BFM ait vraiment attiré l'attention de leurs téléspectateurs sur cette chose-là. Je dirais que c'est le cas, ça m'a échappé également. Oui, moi aussi. Bon.
Très bien. Bon, en tout cas, donc on va suivre la situation en Italie, qui semble bouger, peut-être pas forcément dans le bon sens, mais vous pensez que c'est pas vrai. Et donc en Allemagne, où là, ça avance donc vers plutôt enfin, la là, fin je de veux l'euro. dire, il n'y a plus de doute sur le fait. Alors, pour la population, on savait déjà. Pour les économistes, ben, ils se sont manifestés l'année dernière. Et quant aux élites, ben, ils viennent de se manifester. Donc, il n'y a plus de doute sur ce que pensent les Allemands de l'euro. Très bien. On va passer aux autres questions, si vous le voulez bien. Envisagez-vous de redonner un contrôle du politique sur la Banque de France dans le cadre où l'UPR serait... Tout dépend. Je présume que la personne qui avait cette question, qui a posé cette question, voulait surtout savoir si j'autoriserais le gouvernement à donner des ordres à la Banque de France en disant « prête-moi tant ». Eh bien ça, non, on ne l'envisage pas. Le gouvernement récupérera un contrôle qu'il n'a pas, qui est que c'est lui, et non pas la Banque de France, qui déterminera quel est le mandat de la Banque de France. C'est-à-dire, par exemple, pour maintenant, le mandat de la BCE, et donc par contre-coup celui de la Banque de France, c'est un mandat qui porte purement sur l'inflation. Ça, c'est pas la décision de la BCE, c'est parce que les gouvernements ont décidé que ce serait comme ça. Donc le gouvernement français va récupérer la possibilité d'écrire les objectifs de la Banque de France quand elle sera sortie de la zone euro. Mais après, il ne va pas micromanager la Banque de France. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire « tu mettras en œuvre ce principe de telle et telle façon ». C'est-à-dire que la Banque de France récupérera, elle, de son côté, la liberté de prêter de l'argent au gouvernement français, qu'elle n'a pas aujourd'hui. Elle n'est pas autorisée à prêter de l'argent au gouvernement français. Mais elle ne pourra pas y être contrainte par le gouvernement français. Le gouvernement devra apporter les garanties. Non, mais oui, alors ça, non, c'est pas forcément vrai parce que les gouvernements sont les seuls qui n'aient pas vraiment besoin d'apporter des garanties. Donc, quel est le curseur exactement? Parce que ils ont le pouvoir fiscal. Donc, quelle que soit la somme qu'ils demandent, c'est plausible qu'ils puissent rembourser en taxant. En tout cas, la Banque de France pourra refuser. Oui, mais la Banque de France pourra refuser ou accepter, alors qu'aujourd'hui, elle ne peut que refuser. Mais le gouvernement, qui aujourd'hui ne peut pas contraindre la Banque de France à lui prêter, ne le pourra toujours pas. Parce que sinon, la Banque de France ne serait plus seule en charge de l'évolution de la base monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie centrale. Or, il faut qu'il y ait un seul décisionnaire là-dessus. Donc, je pense que l'internaute qui espérait me voir dire nous autoriserons le gouvernement français à contraindre la Banque centrale à lui prêter sans limite, ou avec des limites très, très vastes. Non, non. Si on faisait ça, on serait irresponsable, parce que le premier gouvernement qui ferait ça serait un gouvernement UPR, évidemment, et donc lui, il serait nécessairement sage et vertueux, mais il aurait des successeurs. Et les successeurs pourraient très bien, parce que c'est toujours ce qui s'est produit, toujours. Ouais, abuser de ce système qui n'est pas du tout correctement calibré. Qu'on leur donne la clé de la planche à billets. Voilà, c'est ça en fait. Avec entière liberté. Ça revient à enlever les garde-fous nécessaires. Oui, tout à fait. C'est donner la clé de la cave à un ivrogne. Donc non, il ne faut pas faire ça. C'est exprès que les banques centrales ne peuvent pas être contraintes par leur gouvernement à faire un chèque. Oui. Très bien, je vous remercie, je pense que ça répond très bien à la question. On va passer à la suivante. Pour mieux contrôler la finance, envisagez-vous des mesures de séparation réelle entre les banques de dépôt et les banques d'affaires? Oui, alors vous devriez plutôt interroger mon collègue Charles-Henri, parce que c'est vraiment sa spécialité, mais enfin, on envisage de telles mesures. Qui ont un nom d'ailleurs, Glass-Steagall s'appelle. Et c'est un de ses sujets de prédilection, et ça paraît fondé, il y a du bon sens. Donc, oui. Très bien, ça répond à la question. Si la France sort de l'Union européenne, pourra-t-elle récupérer ses... il y a peut-être une... Enfin, je pose la question telle qu'elle a été mise. Donc, si la France sort de l'UE, pourra-t-elle récupérer ses 158 milliards d'euros versés au Fonds de stabilité européenne? Ah oui, vous dites verser. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, c'est des... Je pense qu'il y a une incompréhension, mais bon, ça reste intéressant. Non, ils se sont engagés à fournir des garanties. Ce sont des garanties, c'est pas de l'argent versé. Mais des garanties, c'est pas de l'argent liquide. Oui. Et puis, cet engagement s'applique aux membres de la zone euro. Donc, si la France quitte la zone euro, ça n'est plus exigible. Et comme les garanties n'ont été que des garanties et pas véritablement de l'argent qui aurait vraiment été versé,
C'est comme quand on souscrit une assurance. Si on... Non, c'est comme si on promet, par exemple, voilà, je suis caution de vous parce que vous êtes locataire quelque part, et puis je vous apporte ma caution. Mais que ça serait, ce qui n'est pas le cas dans le cas des vraies affaires immobilières, mais que ça serait assujetti au fait que je serais un membre d'un certain club. Un jour, j'essaie d'être membre de ce club, et comme c'est écrit qu'il faut être membre de ce club pour s'apporter des cautions, du coup, je ne vous cautionne plus du tout, et le temps que votre propriétaire le comprenne, vous avez déménagé à la Cloche de Bois. Non, donc on n'aura pas. C'est pas de l'argent versé, donc on ne peut pas la récupérer, mais en tout cas, on n'a plus apporter cette garantie. On ne va pas la récupérer parce qu'on ne l'a jamais payée. Donc, effectivement, on ne peut pas récupérer quelque chose qu'on n'a pas payé, mais on n'y sera plus assujetti. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'actualité concernant les soldes Target qui semblent se stabiliser? Oui, en effet. Donc, si on revient à l'année dernière, je commentais avec jubilation le fait que le chiffre magique s'approchait de la valeur fatidique des 1000. Enfin, je ne sais pas si c'est totalement réjouissant. C'est extrêmement réjouissant. C'est réjouissant de voir l'euro arriver à terme, mais ça annonce quelques complications aussi. Donc, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on n'a rien sans rien, il ne faut pas donner de sans casser d'œuf et tout ça. Oui. Et puis alors, ce 1000 n'a jamais été atteint. Au début, comme il y a des vibrations, hein, je n'ai pas trouvé ça anormal. Il y a toujours des erreurs, mais au bout quand ça fait un peu plus d'un an, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, pourquoi tout à coup que ça se stabilise juste avant les 1000. Juste avant les 1000, c'est quoi cette histoire? Et donc j'ai été regarder les données. Et la réponse est très simple. Il fallait quand même regarder les données. Si vous avez un grand seau, une contenance de 1000, et que vous versez dedans du liquide régulièrement, le niveau monte et puis il s'approche de la limite des 1000. Du bord. Oui, il pourrait en effet déborder. À ce moment-là, vous déviez une partie du flux, vous pompez un peu de l'eau du seau de 1000 et vous le déviez vers un autre seau. Ainsi, il ne déborde pas. Donc il y a un nouveau sol qui... Il y a un nouveau sol et cet autre seau est le Luxembourg. Donc l'argent qui aurait dû déborder, franchir le cap des 1000, est régulièrement envoyé vers le Luxembourg. Ce qui peut se faire techniquement de plusieurs façons et peut impliquer... Alors les acteurs les plus suspects sont évidemment la Banque européenne d'investissement et le mécanisme européen de stabilité, parce que, un, ils ont la taille adéquate, et deux, surtout le MES, il bénéficie de protections extraordinaires qui font qu'aucun homme politique au pouvoir et aucun juge, d'où que ce soit, ne peut lui demander ses comptes. Donc on ne sait pas du tout quel est le montant. On ne sait pas du tout. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'argent, avant de l'atteindre, doit passer par la Banque du Luxembourg, d'accord ? Donc voilà. Et les Luxembourgeois, j'ai regardé aussi sur l'Internet si les Luxembourgeois étaient conscients de ces choses-là. Pas du tout. Aucun média luxembourgeois n'en parle jamais. Or, il devrait peut-être, parce que quand l'Allemagne a commencé à paniquer, donc c'était l'année dernière, le montant de la créance target que la Bundesbank a sur la BCE correspondait plus ou moins à 3 ou 4 mois du PIB allemand. Oui. Mais maintenant, avec ce nouveau rôle du Luxembourg, la créance target de la Banque centrale du Luxembourg correspond plus ou moins à 3 ou 4 ans du PIB du Luxembourg. Du Luxembourg, oui. Et donc, moi, si j'étais luxembourgeois et concerné... Je m'inquiéterais. Oui. Bah oui. Oui. Mais non, ça reste très discret, ça reste très peu connu. Pour s'inquiéter d'un danger, il faut le connaître. C'est amusant de penser que une des victimes qui serait le plus sévèrement touchée de la disparition de l'euro est Luxembourg. On n'y pense pas à ça. C'est vrai. On n'y pense pas tellement parce qu'on croit qu'ils en bénéficient superbement. Ils bénéficient de l'article 63 et donc de voilà, ils font des paradis fiscaux, tout ça. Mais on ne pense pas au fait que... En fait, ils sont un petit peu utilisés en fusible sur les... Oui, ils sont utilisés en fusible. Et on ne pense pas au fait que d'avoir une créance douteuse d'un montant de 3 ans du PIB, c'est une situation inconfortable. Parce qu'il n'y a pas de précédent. Et puis il n'y a même pas de... On ne peut pas s'imaginer le scénario. On ne peut pas s'imaginer le scénario. C'est pour ça que je ne voudrais pas trop inquiéter les Luxembourgeois
qui éventuellement regarderaient cette émission, on ne peut pas deviner qu'est-ce que ça peut faire. Simplement, sachez que les chiffres en cause sont d'une taille sur lesquels il n'y a pas d'exemple dans l'histoire moderne. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire moderne. Même d'ailleurs, jamais. Oui, dans l'histoire tout court. Oui. D'accord. Bon, donc en gros, on donc peut voilà, supposer la réponse à votre question, c'est qu'à côté du grand seau, on a mis un petit seau et qu'on a mis un canal qui dérive l'eau qui va bientôt déborder dans le grand seau vers un peu petit seau qui se remplit quand même assez vite. Donc ils vont peut-être mettre après 2, 3, 4 seaux. Enfin, il y a quand même une limite à ça. Oui, il y a une limite. En fait, ils écopent, quoi. C'est ça. Ils écopent l'excès qui franchirait les 1000, le chiffre des 1000 à la Bundesbank. Et ils écopent vers un petit pays voisin dont les électeurs ne sont probablement pas entièrement conscients qu'ils écopent sur eux. Oui. D'accord, donc ça va être... Donc on peut supposer que ça a dépassé les 1000 milliards, mais donc que c'est... C'est vrai, ça a dépassé les 1000 milliards, c'est de plus belle lurette, oui. Et du coup, les Allemands vont quand même se rendre compte de ça, j'imagine, enfin, les économistes en tout cas qui suivent le sujet des soldes Target ont bien dû le voir. Bah oui. Et comme de toute façon ce seuil, c'est un seuil psychologique qui peut amener à vraiment ne plus avoir confiance en cette monnaie, puisque c'est de ça dont il est question. Oui. La monnaie, c'est de la psychologie. Est-ce que c'est pas un apparat? Est-ce que l'apparat fonctionne ou pas vraiment? L'apparat. Le fait que ça n'a pas dépassé les 1000 milliards, de toute façon... Oui, parce que c'est vrai que les chiffres ronds ont une très forte influence sur l'esprit humain. C'est peut-être irrationnel, mais c'est comme ça. Quand vous avez un gros lot, vous le mettez à 10 millions, vous ne le mettez pas à 7 522 314 et 22 centimes. Oui, c'est comme la différence entre 9,99 et 10. Les inconnus avaient déjà fait un sketch là-dessus. Oui, pas que. Enfin, ça rentre aussi dans le neuromarketing. Quoi qu'il vaut mieux mettre un prix à 9,99 plutôt qu'à 10. Oui, c'est une variante de la même idée. Donc le chiffre rond a un impact psychologique. Et c'est vrai que j'aimerais voir, ça arrivera quand même, quel effet ça aura sur le débat en Allemagne quand le 1000 aura été passé parce que le Luxembourg aura été rempli ou pour tout autre. Mettre d'autres petits seaux à côté. Oui. Non mais on ne peut pas aussi n'importe quoi. Sinon les seaux vont se remplir. Vous pouvez pas. Ah bah non, vous pouvez les créanciers. Et bah oui, il y a des débiteurs en face. Oui, bah oui. Donc leurs seaux ne se remplissent pas. Oui, puisque une dette souscrite, elle ne peut pas s'envoler. Voilà, donc, mais s'il n'y avait pas de débiteur, il n'y aurait pas de créancier. Et une fois que vous aurez rempli le Luxembourg, quoi demander encore? La Hollande? L'Irlande? Non. Malte. La Finlande. Finlande. Et puis la Finlande ne doit pas avoir une capacité énorme. Elle ne peut pas absorber beaucoup. Oui. C'est un petit seau. C'est un petit seau. La Hollande en a un peu plus. Mais il y a des eurosceptiques en Hollande. C'est vrai. C'est vrai que la Hollande, on n'en parle pas souvent, mais petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a pas mal d'eurosceptiques finalement. Non seulement il y a des eurosceptiques, mais c'est des eurosceptiques qui sont très, très conscients des histoires de l'euro. Ils ont eu le plaisir d'interviewer Draghi, qui était encore aux affaires, et il y a un impertinent qui est, je crois, le chef du parti eurosceptique. Un impertinent qui lui a dit, bon alors, si j'ai bien compris, si l'Italie sort, vous exigez qu'elle repaye sa dette Target qui est de 2 ans. Bon. Alors en bonne logique, ça veut dire que si nous on sort, vous allez nous faire un chèque de 200 milliards. C'est une question extrêmement impertinente. Oui. Et à laquelle le corollaire intéressant. Et un corollaire intéressant. Qui prouve en tout cas que les eurosceptiques de Hollande sont déjà aux aguets sur ces affaires-là. Et que si on commence à faire jouer à la Hollande le rôle du Luxembourg, ils s'en apercevront ça sera... très vite. Alors que les Luxembourgeois, finalement... J'attire leur attention dessus, d'ailleurs, pour le cas où ils... Soyez attentifs à ces questions cher Hollandais. De Target, cher Hollandais. Très bien. En tout cas, merci pour cette mise au point sur les soldes de Target. C'est vrai qu'on avait beaucoup de questions sur ce sujet. Puisque ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Et effectivement, on avait tous constaté que ça se stabilisait un petit peu, on ne comprenait pas. Et bien voilà, l'argent va à côté. C'est assez magique. On va passer à la dernière question. Il y a encore une remarque que je voudrais faire là-dessus. Oui. Pour que ça se soit produit juste alors que les 1000 allaient être dépassés, il faut une intention. Oui, c'est délibéré. C'est délibéré. Et ça veut dire que les gens qui veulent voir l'euro survivre croient aussi au pouvoir psychologique des chiffres ronds.
Ouais. Et au miracle aussi, je pense. Oui, qui ont fabriqué le miracle, ils savaient que voir 1000 pouvait être gênant. Bah, ils ont conscience des seuils psychologiques en économie. Ils voient comment se comportent les boursiers vis-à-vis Et comme là, il y en a un évident, ça veut dire qu'ils ne sont pas indifférents et neutres. Non, et puis ils sont du métier. Oui, mais la remarque sur les chiffres ronds qui sont psychologiques, ça, on peut la faire dans n'importe quel métier, c'est pas propre à la finance. Les chiffres ronds, on sait qu'ils ont une valeur psychologique, même l'homme de la rue le sait. Donc on va passer à la dernière question de cet entretien. Est-ce que les compétences de la Banque de France pour gérer la monnaie nationale après tant d'années de système basé sur l'euro ne vont pas poser problème finalement? Est-ce qu'ils ont toujours les compétences pour gérer une monnaie nationale? Essentiellement, ce qu'ils font n'est pas très différent de ce qu'ils faisaient à l'époque nationale. Il y a juste le fait qu'ils ne s'occupent plus de fixer eux-mêmes la politique monétaire. Encore que, comme ils sont votants, ils votent au Conseil, au General Council, là où se débat la politique monétaire. Ils doivent aussi étudier la politique monétaire, donc cette compétence même ne se serait pas perdue. Alors, quelle autre compétence aurait pu être perdue? Les compétences techniques dont j'ai pu voir la nécessité et comment elles fonctionnaient quand j'étais à la BCE, elles ont continué d'exister à la Banque de France, en double, si j'ose dire, parce que une partie de la tâche était effectivement accomplie de manière opérationnelle par la Banque de France. Donc ça n'a jamais disparu. Et je peux pas, enfin je ne pense pas, je n'arrive pas à voir une compétence qui, quand on est passé du système franc au système euro, est devenue obsolète. Donc, il y a peut-être moins d'effectifs du fait des politiques d'austérité, mais finalement, ce n'est pas une perte de compétences. En soi, non, ce n'est pas une perte de compétences. La compétence, puis ça peut se rattraper. Et puis ça peut se rattraper. Mais la Banque de France, elle a toujours les mêmes compétences. Donc il n'y a pas de raison d'avoir la moindre peur. Non, mais alors vous savez qu'il y a des gens qui aiment faire des projets de FIR. Oui. Donc ça, je pense qu'on le verra. C'est-à-dire, le Monde certainement écrira que c'est à quoi vous avez pensé. En fait, vous venez d'inspirer un article. Peut-être. Oui. L'internaute. L'internaute vient d'inspirer. Et le journaliste du Monde, ou la journaliste du Monde va écrire ces compétences qui ont disparu depuis tant d'années ne pourront jamais se recouvrer. C'est folie. C'est folie que de vouloir restaurer un système national alors que plus personne ne sait comment ça marche, etc. Il y aura peut-être même des gens, des lecteurs qui le croiront. Parce que si vous n'avez pas le contexte... On aurait peut-être Reuters qui va dire qu'on prétend que l'euro est donc irréversible, qui sait. Pour reprendre. Non, il n'y a pas de risque puisque de toute façon les médias ne parlent pas de nous. Donc là-dessus, je pense qu'on est assez serein. Oui. Un mot pour conclure? Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour conclure? Oui, le mot pour conclure, c'est que la nouvelle importante de ces temps récents, c'est à la fois ce mémorandum-là et la démission de Lautenschläger. Ça, si vous voulez retenir un souvenir de cette émission sous l'angle qu'est-ce qui a changé, y a-t-il eu des scoops? Il y a eu ça. C'est un peu le même scoop d'ailleurs. C'est-à-dire que Lautenschläger, elle ne pouvait pas signer le mémorandum pour les raisons que nous avons discutées, mais elle exprime le même sentiment. Donc voilà. Retenez bien ça, contrairement à ce que vous lisez sur les mainstream médias de l'Hexagone. Les Allemands ne sont pas vraiment emballés par l'euro et c'est une litote. Très bien. Eh bien, je vous remercie donc pour vos lumières concernant l'euro et l'économie. Je vous remercie à vous aussi de nous avoir suivis pour cette émission. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur les injections de la Fed, je vous redirige vers la table ronde qui a eu lieu à l'Université d'automne de l'UPR, où plusieurs experts, dont Vincent Brousseau, se sont exprimés très longuement sur ce sujet et ont apporté plein d'informations. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu pour nous aider dans notre travail. Vous pouvez également réagir à toutes ces informations dans les commentaires. N'hésitez pas, s'il y a certains termes, par exemple un petit peu techniques que vous n'avez pas compris, on se fera un plaisir de vous aider à les définir. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.